Aïe aïe aïe, attention Philippe, faut le faire rappeler. Salut à toi, porteur de bidon. Ici tes porteurs de bidon préférés, Erwan Lucas. Lucas, encore une fois, comment ça va? Bah ça va, je suis content d'être avec toi pour une nouvelle tier list. La dernière fois qu'on en a fait une, bah on a bien pris du plaisir tous les deux. Et puis vous avez été nombreux aussi à prendre du plaisir apparemment, puisque vous l'avez fait remarquer dans les commentaires. Donc merci à vous, merci à tous les nouveaux abonnés. Ça nous fait plaisir, ça nous fait chaud au cœur, Erwan. Merci les gars, ça motive de zinzin. On a envie de faire plein de vidéos, enfin encore plus. Et vous nous avez même donné certaines idées, donc hâte de voir la suite. Et aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour une tier list qui va être très subjective. C'est souvent le cas, hein, mais là particulièrement, je pense. Donc la tier list des coureurs frissons. Je pense que vous pouvez ne pas du tout être d'accord avec nous. Ça risque même très probablement d'être le cas. Chacun sa tier list. N'hésitez pas à la faire d'ailleurs. On vous mettra le lien dans la description. On est bien conscient que nos goûts ne sont pas les goûts de tout le monde, mais voilà, on a envie de faire cette tier list et de vous dire un petit peu qui sont les coureurs qui nous font frissonner. Bon bah si t'es prêt, on peut commencer avec Nibali, Vincenzo Nibali. Donc récent retraité. L'italien, tu l'as mis où Nibali? J'ai mis notre ami Vincenzo dans la chair de poule. La chair de poule, ok. Donc on va le mettre là déjà Pardon. Oula. Je l'ai mis dans énorme frisson. Ah, il est haut chez toi Nibali, ok. Parce que c'est un des derniers coureurs romantiques. C'est un attaquant qui avait pas peur justement d'attaquer, que ce soit dans les grands tours, que ce soit au Tour de Lombardie, une course qu'il aimait particulièrement, ou à Milan-San Remo, capable de gagner sur plusieurs terrains de différentes manières, grand descendeur, qui ajoute à sa panoplie de coureurs. Donc énorme frisson pour moi, ce petit Vincenzo. Moi je l'ai mis dans la chair de poule, donc un ton en dessous. Pourquoi? Parce que tout simplement la concurrence était vachement rude, comme vous pouvez voir juste en dessous. Que des cracks. Nibali m'a foutu les frissons, mais c'était pas non plus les énormes frissons, tu vois. J'étais pas passionné par Vincenzo Nibali sur un vélo. Il était impressionnant dans les descentes notamment. Il nous a fait kiffer, on a cru en lui notamment sur le Tour de France quand c'était l'un des seuls à pouvoir aller chercher les Sky, mais c'était pas assez suffisant. Pour ma part en tout cas, pour le mettre dans les énormes frissons. Donc pour l'instant on va peut-être le laisser ici. Je suis ouvert, parce que je peux comprendre ce particulier quoi. Et j'ai juste envie de voir qui tu m'as mis dans la chair de poule pour le mettre aussi haut, c'est tout. Ça marche, tu risques d'être déçu de moi. Bah tiens, en parlant de déception, parce qu'à mon avis lui, je sais que tu l'aimes pas trop. Alejandro Valverde. Alors, il n'y avait pas de catégorie dopée, donc m'intéresse pas. Non, en vrai, imberbe, ça veut dire t'as pas de poils sur les bras, t'as pas de frisson, t'as pas cette petite chose. Alejandro Valverde, c'était un ratonneur. Il attaquait à 200 mètres de l'arrivée, c'était le meilleur sprinter des bons grimpeurs. Il gagnait un titre de champion du monde. J'étais dégoûté qu'il gagne. À 49 ans. Même si en fait c'est ouais, en plus Papi Alejandro, ça me cassait la tête qui gagne au sprint sans rien faire et tout. Au vu des noms qu'il a, il peut pas être plus haut de toute façon qu'un Berbe. Ouais, en plus. Et même quand il avait des grands coups de panache en attaquant loin, bah c'était souvent foiré. Ou alors c'était mis un petit peu au second plan par d'autres performances. Tu sais, j'ai l'image en tête de Nibali qui attaque son étape du Tour de France. Et où t'as Valverde qui lui dit allez casse-toi, t'es en train de nous faire foirer l'échappée. Je sais pas si tu te souviens dans les années 2010. Si je me souviens. Ouais. Nibali fait exprès d'être lâché justement, il revient au niveau du peloton. Ouais. Et voilà, ça se termine là-dessus sur une victoire du raton Valverde. Bon pareil, j'admire pas plus le cycliste que ça, même si je respecte son palmarès. Respect Papi, mais suceur de roue quoi. Remco. Alors je sais que toi t'as pas mal insisté pour Remco. J'ai insisté pour que son nom soit sur cette liste, parce que ce monsieur me donne d'énormes frissons, voilà, faut le dire. J'avoue, Remco c'est un peu mon petit chouchou de cette génération. En fait, j'aime bien aussi son caractère en dehors du vélo, qui fait que j'ai une petite attache envers lui. Je l'aime bien, donc j'ai envie que ça marche pour lui. Il a galéré et pourtant il a eu des énormes blessures. Il est toujours revenu. Il fait des raids solitaires de zinzin, Liège, championnat du monde. Il se bat. J'ai l'impression qu'il se bat avec ses armes quand les autres ont des meilleures armes. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Donc coureur de panache, je trouve. Pour quelqu'un qui se bat avec ses armes, il met quand même pas mal de minutes sur ses concurrents lorsqu'il attaque à 100 bornes de l'arrivée. Enfin. Il est quand même solide, Evenepoel. Faut pas le faire passer pour un non, un random. Mais dans l'ère dans laquelle nous vivons,
Il me donne des frissons. Eh ben moi justement, vu l'ère dans laquelle nous vivons, comme tu disais, il est dans un berbe parce que il souffre trop de la concurrence. Ah, je suis désolé. Je suis désolé quand t'as du Van Der Poel, quand t'as du Pogacar, c'est... Remco Imberbe. Ah ouais, mais excuse-moi, mais je sais pas, c'est... Ok, ce mec... Tu me brises le cul. Non mais ce mec, tu le mets avec des Froome, tu le mets avec des Wiggins, avec des coureurs... 90% des coureurs, il finit GOAT. Je dis pas. Mais là c'est pareil, encore une fois, au vu de la concurrence... Mais Nibali m'a plus fait rêver sur un vélo qu'un Remco Evenepoel. Je sais pas comment dire. Carrière en cours, Remco. Carrière en cours. N'oublions pas. Le fameux barème, le fameux critère carrière en cours. Mais j'arrive pas en fait à me... Je peux pas faire semblant, hein, j'arrive pas, la chair de poule elle vient pas, tu vois. Je suis là, je suis rasé à blanc, y a rien qui sort, désolé. C'est sévère. Je suis sévère, mais voilà, j'arrive pas à faire semblant, j'ai pas plus de sensations que ça quand je le vois, même si je respecte hein, évidemment le bonhomme, et puis voilà, les goûts, les couleurs, comme tu disais. Quand on fera la pondération, je le mettrai, je pense, plus haut. Bah attends, on le met où en attendant alors? Chair de poule. La chair de poule entre deux. Ouais. C'est que les noms à côté sont... Non mais là, la concurrence est extrêmement sévère. Là, on l'a pas dit, mais... En vrai, on a mis que des gros noms, exprès pour que ce soit compliqué à faire. Bah tiens, un autre grand nom, un autre champion de Belgique, Tom Boonen. Ouais, attends, dis-moi toi où tu l'as mis, parce que je sens que tu vas me tuer là. Pour moi, c'est très personnel, parce que j'ai vécu que le Tom Boonen en fin de carrière, sur les pavés, qui luttait face à un Cancellara. Mais je suis désolé, encore une fois, je vais me faire gifler, mais c'est un berbe. Un berbe. C'est un berbe. Tom Boonen, un berbe. Je sais pas où le mettre, en fait, si tu veux, parce que, oui, ok, c'est... En vrai, même en fin de carrière, sa retraite, tout ça, ça m'a foutu une petite chair de poule. Je vais pas faire semblant. Mais par défaut, c'est pareil en fait. On enchaîne les moins gros noms, disons pour moi, par rapport au reste. J'ai mis énorme frisson pour Tom Boonen. Parce qu'en fait, c'est les moments où j'ai découvert le vélo. Quand il est champion du monde et tout, 2004, il me semble. Je le trouvais incroyable. Et c'était plus en tant qu'enfant que je le trouvais incroyable. Cette rivalité Boonen-Cancellara, ou, spoiler, préféré Boonen, ce qui fait que il me faisait plus rêver. On va sur Cancellara direct alors si tu veux bien. On peut enchaîner sur Cancellara. Moi je suis un big imberbe de Cancellara. En fait, il y a un truc qui m'a gavé chez lui, c'est quand alors c'est le tour, justement c'est quand Chavanel prend le maillot jaune à Spa ou à Vittel, je sais plus, que Cancellara fait le boss et arrête le peloton, on arrête de rouler parce que Andy Schleck était tombé. C'est là où t'as commencé à te raser. Et là, là j'ai tout rasé là. Et il m'a gazé, j'aime pas ça. Il y a des chutes, ça fait partie du truc. Je l'aime bien en tant qu'humain, mais sur le vélo, il me faisait pas rêver en fait. Ok, je peux comprendre l'argument et puis tu l'as bien justifié. Moi je l'avais mis un poil plus haut, je l'avais mis en chair de poule. Ouais. Parce qu'en fait il m'avait surtout marqué à Rio en 2016 quand il va chercher le titre olympique, qui signe aussi sa retraite. J'étais ému alors qu'en général je suis pas forcément trop ému par les JO, surtout pour les coureurs des athlètes étrangers. Et là, tu vois, quand il est là, ça m'avait marqué en 2016. C'est pas la seule raison pour laquelle j'ai mis en chair de poule, parce qu'il a fait aussi des sacrés périples avec son maillot jaune sur le Tour de France. Quand il avait attaqué là dans le dernier kilomètre, quand il avait le jaune, ça c'était des beaux moments, des beaux trucs. Exactement. Mais, moi, j'adorais ces mecs qui tentaient le dernier kilomètre sur le Tour de France, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Il y a tellement de concurrence là que pour moi, il est dans un berbe. Oh, Andy Schleck. Là, c'est un gros nom pour moi. Je te le dis tout de suite. Un énorme nom, ouais. C'est un énorme nom, donc c'est un énorme frisson pour moi. Parce que son duel avec Contador, parce que Andy Schleck au Galibier en 2011 avec le jeune de Toto Voeckler. Parce que Andy Schleck, en fait, il a trop représenté le début du cyclisme pour moi, en tout cas du Tour de France en haute montagne, que je suis obligé de le mettre au moins en énorme frisson. T'en as très bien parlé pour moi. Moi, je le mets genre dans Je saute du canapé. Okay. Parce qu'à l'époque, je sautais du canapé avec Andy Schleck. On kiffait Andy Schleck. Son maillot blanc, son style, ses cheveux longs. On était dégoûtés que Contador puisse attaquer quand il avait déraillé là. Mais c'était tellement un duel de fou. Andy Schleck, je le mettais dans Je saute du canapé parce qu'il attaquait tout le temps. Galibier, enfin... Moi, je le mets pas dans Je saute du canapé parce que fin de carrière, il la passe sur son canapé pour le coup, Andy. Pour le coup, lui aussi, c'est un amoureux du canapé. J'étais tellement déçu de sa fin de carrière, purée. Parce qu'il passe à l'anonymat d'un coup, Andy Schleck. On verra la pondération, ça me gêne pas de le laisser là pour l'instant. Allez, on verra plus tard, alors ça me va aussi. Y a pas de souci. Là, j'ai un gars qui m'a posé des gros problèmes parce que c'est Joaquim Rodriguez. Moi, quand j'étais plus petit, mon pseudo
Son PCM c'était Purito. Et ça me fait tellement chier, mais tellement chier, pardon hein, pour parler comme ça, de le mettre dans un berbe. Parce que pour moi, de base, je te le dis, écoute-moi. De base, Joaquim Rodriguez, je l'avais mis ici. Peut-être pas GOAT, mais entre je saute du canapé et énorme frisson, tu vois. Mais purée, plus je faisais la liste, plus je regardais les noms et je disais, mais il peut pas être aussi haut, il peut pas. Donc il a été là et il a fini en bord d'un berbe. Moi, je l'ai mis dans énorme frisson, Joaquin Rodriguez. Après, la pondération, ça me va très bien. Hein. Ouais, chair de poule, je pense que c'est pas mal. Parce que il représentait un cycliste différent des mecs qui étaient forts en tout. Et lui, il était fort dans les Pourcentage. arrivées très raides, courtes. Quand c'était long, un peu moins. Et puis, il était gaze en contre-la-montre. Donc, il fallait vraiment qu'il mette tout dans les étapes de montagne pour prétendre à un bon classement. Ce qui fait que c'était un offensif. Il était beau sur un vélo, Purito, je trouve. Il avait une classe. Moi, j'aimais bien, en tout cas. Alors, Neyroman. Dopé, donc un berbe. Je l'ai mis au même niveau que toi. Je l'ai mis en Moi, un je l'ai berbe. mis un berbe. Bon, alors, il y a ce côté-là... Voilà, que je trouve dégueulasse, mais au tout début de sa carrière, quand il est jeune et qu'il se bat avec Froome, j'aimais bien. Et après, non. Pour moi, Plus il y a deux choses. On va pas se mentir, je pense qu'on a tous été quand même supporters de Quintana quand c'était le seul à pouvoir suivre Froome sur le Tour de France. Ouais. Tu sentais que c'était le seul à pouvoir rivaliser avec les Sky. Donc on a tous été fans parce que Sky, on en avait marre de la domination, du train, du chouchou Sky. On va pas se mentir, il y a eu un minimum de frissons. Mais, par rapport aux attentes qu'on avait sur Quintana, on attendait toujours qu'il attaque à 100 bornes de l'arrivée, qu'il fasse tout péter. C'était le coureur attentiste. Même sur le Giro, même sur la Volta, c'était le coureur qui restait dans les roues. Et c'est dans ce sens-là où j'ai toujours eu du mal à m'enflammer sur Quintana, tu vois. Ouais, je trouve que tu l'as parfaitement résumé en disant ça. T'as de grands espoirs, mais finalement, tu as un pétard mouillé un peu. Mats Pedersen. En fait, par rapport à tous les autres, moi je l'ai mis dans un berbe. Ouh, parce que tu m'en parles beaucoup, toi, cette saison de Pedersen. En fait, j'aime beaucoup Mats Pedersen. J'ai d'énormes ambitions pour lui à Milan-San Remo. Oui. Mais c'est pas le mec qui me fait le plus rêver. En fait, dans cette liste, c'était trop dur. Et j'avoue que j'ai surclassé potentiellement les mecs qui sont forts en montagne, en fait. Parce que c'est là où j'ai les plus grandes émotions, là où son style de coureur à lui, j'aime bien, mais par rapport aux autres, j'ai mis un berbe. C'est juste par rapport aux autres parce que j'adore Mats Pedersen. Bah pour moi, c'est différent parce que Pedersen, de base, quand il est champion du monde, l'histoire commençait plutôt mal. La saison qu'il fait, elle est pas géniale, c'était du bon imberbe. J'avais presque oublié son nom pour le mettre dans cette tier list et je l'ai quand même mis dans énorme frisson. Oh, la pondération de va pour la chair de poule. Ouais. Mais en tant que supporter de Mats Pedersen. Mais tu vois, ça me va. Avec du recul, je pense que je l'ai mis un poil haut parce que c'est aussi peut-être la culture du moment. Avec le Paris-Nice qui nous a pondu Pedersen, personne s'attendait à ce qu'il claque un top 10 sur une étape de haute montagne. Personne s'attendait à ce qu'il tienne autant en haute montagne, qu'il attaque sur la dernière étape. Puis même, c'est un coureur qui ratonne jamais en général depuis le début de sa carrière. Il est toujours à l'avant, il est offensif, il attaque de loin. Si on avait fait une tier list des coureurs frissons sous un temps dégueulasse, GOAT. Mats Pedersen serait presque le GOAT. J'aime son côté combatif, son côté acharné sur un vélo, et puis il lâche jamais Pedersen. Ouais, et je pense que en plus de ça, c'est un mec, t'es leader, mais qui est prêt à se détruire pour toi, à se tuer pour toi. Je suis un grand fan de Pedersen, donc chair de poule, ça me va. Moi, j'ai insisté pour le mettre, finalement, il finit. Je veux ton avis. C'est Mikel Landa. Mikel Landa, de base, pour moi, ça fait partie des coureurs qui m'ont fait frissonner parce que offensif, parce que tu t'attends jamais à ce qu'il performe. Au final, il va être avec des jambes de feu sur 3 semaines sur un Giro inattendu. Il va aller claquer un podium alors que tu t'attends plus à le voir. Il a aussi un bon début de carrière avec la Astana. Son Giro avec Haru m'a marqué. Tout ça pour dire que je l'ai quand même mis dans chair de poule et pas plus haut. Ce qui est déjà bien payé, je pense. Pareil pour moi. Ouais, par rapport à la concu, j'avais des espoirs plus hauts pour lui en fait. Du coup, il est un peu descendu dans mon rating, on va dire. Donc ouais, la chair de poule, ça me va, Mikel Landa. Là, on a un gros nom qui a fait parler d'ailleurs dans la tier list des pires transferts, c'est Peter Sagan. Alors, il n'y a pas la catégorie alcoolique au niveau frisson. Par rapport à la concurrence, j'ai mis dans la chair de poule. Pour moi, il peut être beaucoup plus haut, il doit être beaucoup plus haut pour beaucoup de monde, je pense. Pour moi, il est beaucoup plus haut. Ouais, mais en fait, c'est normal. Le mec est hyper offensif malgré son profil où au début on se dit que c'est qu'un sprinter, mais en fait il sait tout faire. Je comprends qu'il soit plus haut. Moi je l'ai mis là parce que c'était dans la fin de ma liste, je savais pas où le mettre. Pour moi, Peter Sagan, que ce soit sur Paris-Roubaix, sur le Tour des Flandres, sur le Tour de France, sur le Giro, sur n'importe quelle course du calendrier de la saison, je saute du canapé matin, midi, soir. Il m'a tellement fait rêver.
En fait, il a pris sa retraite l'année dernière et 2023. j'ai toujours connu le cyclisme quasiment avec Peter Sagan. C'est le mec, j'ai l'impression, qui a révolutionné d'une certaine manière le vélo. Il a modernisé l'image du vélo. On entendait parler de Sagan pendant 10 ans, tu vois. Donc aujourd'hui, ça fait peut-être bizarre de plus trop entendre parler d'un coureur comme ça. Je trouve d'ailleurs qu'on a plus trop cette star. Donc en termes de frisson, il m'a fait sauter du canapé à maintes reprises. Du coup, je l'ai mis aussi haut. Plus qu'un Nibali, plus qu'un... Peut-être pas plus qu'un Andy Schleck, mais tout autant. Ouais. C'est pas les... En fait, je comprends. C'est pas les mêmes profils, tu le disais tout à l'heure. C'est un coureur qui ira jamais jouer une victoire en haute montagne. Et comme pour toi, je pense, mes émotions vélo les plus fortes, je les ai vécues sur des étapes de haute montagne, dans les grands cols. Donc, C'est ça. Je saute du canapé pour Sagan, hein, parce que quand il peut faire des coups de Trafalgar à partir en descente avec Nibali, Froome et Thomas, un truc comme ça. Il fait pareil en Espagne. Enfin, le mec est trop malin, trop intelligent dans sa façon de courir aussi. Il a apporté un élan de ouf. Donc, moi, je l'ai sous-noté pour rentrer dans les cordes, mais... Écoute, à la pondération, ça fait énorme frisson, donc c'est très bien comme ça. Tu parlais des étapes où il attaquait, mais c'est pareil, j'ai en tête sa victoire à Montpellier quand il attaque avec Froome et Bodnar, la veille de l'étape. Ouais, c'est peut-être celle-là que je confonds, ouais. Du Sagan, en fait, tu t'attendais pas à le voir, et puis il était là toujours à secouer le cocotier. Ouais, puis quand il arrive au Tour de France, qui fait ses célébrations à la Hulk... Et pour moi, ça fait partie des frissons. Moi, j'étais comme un ouf. La star du vélo des années 2010, tu vois. Bon, là, il y a un nom aussi, moi, qui m'a fait frissonner dans les années 2010. C'est Philippe Gilbert. Pour moi, Philippe... Mais le problème, c'est qu'on en a pas beaucoup pour l'instant. Mais je saute du canapé, quoi. Quand je le vois champion du monde, quand je le vois sur les Ardennaises, c'est tout là-haut. Quand il gagne à Paris-Roubaix en attaquant à je sais plus combien de kilomètres de l'arrivée avec Polite. Pareil, son raid solitaire sur le Tour des Flandres. Pour moi, Philippe Gilbert, c'est... Voilà, dommage qu'il y ait cette fin de carrière un peu dans l'anonymat chez l'auto, mais sinon je saute du canapé tous les jours. Je regardais tout le temps des best-of de lui quand j'étais petit. Je sens que tu vas me faire peur là. Je sens que tu t'es rasé la barbe. Non, je me suis pas rasé. J'ai une petite chair de poule pour Philippe Gilbert. Ok, ça va. Là, on a mis que des gros noms, donc c'est pas représentatif de ce que je pense vraiment. Moi, je me souviens de son titre. Alors, il me semble c'est en 2011, son titre de champion du monde. À Valkenburg. Exceptionnel. Combien de fois j'ai regardé la vidéo. C'est Philippe Gilbert qui attaque sur le côté. Voilà, incroyable. Ah oui, je crois que c'est Kolobnev qui fait 2 ou 4. Un délire. Je savais plus. Fallait que je remplisse les cases, quoi. J'ai sauté pour Philippe. À la fin, je sautais plus du tout. Et quand il jouait les pavés avec la Quick Step, tu sautais ou pas? Ouais, tu sautes. À la pondération, on va le laisser dans énorme frisson. Mathieu Van Der Poel. Van Der Poel, je saute tous les jours pour Van Der Poel. Je saute tous les jours pour Van Der Poel. Je l'avais mis dans énorme frisson, mais c'était les mêmes arguments que tu avais pour Gilbert. Parce que c'est trop dur, la concurrence est trop rude. Là, on a abusé avec les noms, je crois. Il a trop un style sur le vélo, il est fort, il n'hésite pas à attaquer. Ce qu'il représente. Il rechigne jamais à bosser. Enfin, c'est une espèce de rockstar aussi, j'aime bien. Enfin, tu sais, le mec qui arrive, c'est pas en Aston Martin, mais il arrive en Ferrari sur des cyclocross éclatés. Tout le monde est plein de boue et il repart dans une bagnole de fou. Ça fait un peu bandeur de... Bah, c'est le but de la tier list, hein. Van Der Poel. Mais en fait, je sais pas, il a un flow. Il a un flow différent, je sais pas, j'aime beaucoup. Tu parlais de Remco qui est un peu dans ce même style que Van Der Poel, a attaqué très loin de l'arrivée et des choses comme ça. Bah, en fait, pour moi, Remco il souffre trop de la comparaison avec un Van Der Poel. Van Der Poel, il est beau à regarder, il est offensif, il est rugueux sur un vélo, tu vois. Et je saute du canapé pour un Mathieu Van Der Poel. Je l'ai mis dans énorme frisson, mais là je m'accorde avec toi. Ouais, mais je le mets au-dessus. On n'avait pas de français jusqu'ici. Romain Bardet. Moi, dommage, je te le dis, hein. Je l'avais mis dans un berbe, non pas parce que je n'ai pas ressenti d'émotion et de frisson avec Bardet, hein, ce serait mentir encore une fois. Ouais. Mais parce qu'en fait la concurrence, encore une fois, c'est trop rude. Mais je me suis dit, sois honnête avec toi-même, même si c'est pas le coureur ultime qui t'a fait rêver, tu t'es levé pour lui. Tu t'es dit, allez, il peut renverser un Froome. Dans les descentes, il était toujours à l'attaque. Sur un Giro, t'étais derrière lui. Donc, à la pondération, je me suis auto-pondéré. Je l'ai mis entre énorme frisson et chair de poule. Et je l'ai mis en énorme frisson, finalement. Ah ouais, ok. Je dis finalement parce que jusqu'au bout, tu vois, il faisait partie des 2-3 noms entre les deux 4. Bardet, il a souffert de la comparaison avec un autre français dont on parlera peut-être plus tard. Ouais, voilà. Moi, je pense qu'il y a beaucoup... Ça a joué à fond dans mon classement. Et il était imberbe au début. Il a fini dans la chair de poule.
Dans la chair de poule, pardon. Après, moi, ça me va très bien de le mettre dans la chair de poule. Ouais, parce qu'il souffre de la comparaison d'un potentiel GOAT. Et voilà. Pour moi, il n'y a pas photo entre les deux. Oui. Donc, je peux pas le mettre plus haut. Il m'a jamais trop fait rêver, je vais pas mentir. J'aime beaucoup qu'il est. Il était très fort et tout, mais. Il méritait au moins le chair de poule pour son étape de l'an passé. Il va chercher le jaune avec du panache, tu t'y attends pas du tout. Tout au long de sa carrière, bon, tu vois, c'était pas le coureur qui était expressif en zone de presse, qui pouvait te faire rêver, te dire ouais, cette année j'y crois, pour moi c'est mon année, c'est mon Tour de France. Il était très calme, très posé, et c'est sa personnalité, hein, mais c'est pas l'une des personnalités qui te fait vivre le plus d'émotions avec ce comportement-là. D'accord, je suis d'accord. En parlant de personnalité, il a une forte, et pour moi, on saute du canapé pour ce type. On saute du canapé pour Tadej Pogacar. Ouais. On est obligé. Je pense qu'il y a des doutes sur sa propreté, que je peux comprendre parce que le mec est 2 fois plus fort que tout le monde. Mais puis si tu sautes pas pour ce type qui part de loin et tout, tu sautes pour personne. Mais attention à pas devenir pire qu'un berbe. Parce qu'en vrai, ça casse trop les couilles qu'il écrase toutes les courses. Du coup, il y a ce truc là aussi qui fait que... Ça commence à être de pire en pire à ce niveau-là. Je suis d'accord avec toi. T'es obligé de sauter du canapé. Mais malheureusement, quand t'es dans le canapé, t'as envie qu'il y ait un petit peu de concurrence et de suspense. Presque tu sautes du canapé quand il se casse la gueule là, au Strade Bianche. C'est triste. C'est là que tu dis, ouais, ça va enfin devenir intéressant parce que à partir du moment où il est devant, il peut être avec n'importe qui, tu sais qu'il va le fumer en fait. Du coup, beaucoup moins de frissons. Mais coureur avec tellement de panache, capable d'attaquer n'importe où, n'importe comment. Il a changé la manière de courir. Pour moi, obligé de le mettre très haut. Attention à ton comportement, Tadej. Après, pareil, sur le Tour de France, t'es obligé de sauter du canapé avec Vingegaard quand ils se la collent les deux qui font que attaquer, contre-attaquer, attaquer. C'est lunaire, tu vois rarement ça depuis une dizaine, vingtaine d'années dans le Tour de France. Il attaque de partout, il fait le spectacle de partout, il a un style, il a du caractère. Enfin bon, voilà. Je pense que vous avez tous au moins sauté une fois du canapé pour Tadej. Ouais, au moins au début. Thomas Pidcock, donc là aussi un coureur plus actuel. Alors Pidcock, moi j'ai un petit peu insisté pour le mettre dans cette tier list. Je suis pour le moment un berbe de Thomas Pidcock. Ok, je peux comprendre. J'ai pas plus d'arguments. Par défaut. J'aime bien, mais voilà. Moi j'ai insisté parce que il y a son étape sur le Tour de France 2022 où on découvre un formidable descendeur. On découvre aussi au fil des années un mec qui a pas peur de se mouiller, qui attaque de loin, qui ose rivaliser avec Pogacar. C'est pas pour autant qu'il y arrive, hein, mais il ose, que ce soit en début de saison là sur les Strade Bianche ou même avec les VDP et les Van Aert, hein, sur les cyclocross, il a tenté de se mesurer à eux. Donc c'est un mec couillu qui peut me provoquer la chair de poule. Tu vois, si par exemple il va chercher un San Remo ce week-end, bah ce sera grosse chair de poule pour ma part. Au vu de la concurrence, ça me va sûrement un berbe. Ouais, en fait, c'est que par rapport aux autres, il souffre de la concurrence. Et en parlant des autres, là, il y a le 5 majeur qui arrive. Là. On commence peut-être un peu plus tranquillement avec Thomas Voeckler. Toto, je suis désolé, Toto, je t'ai mis dans la chair de poule. Hein? Ouais, je sais pas. Je sais pas. En fait, c'est le profil baroudeur. Il y a une année où il m'a mis des frissons de zinzin qui aurait pu mettre GOAT pour moi. Ah ouais, pour moi aussi. Mais en fait, tout le reste où c'était un profil baroudeur et j'avais pas envie d'être trop franco-français non plus. Il sera plus haut pour tout le monde, donc ça me dérange pas. Alors pour moi, très subjectivement du coup, c'est minimum je saute du canapé et en 2011 pour son Tour de France, c'est GOAT. J'ai pas vécu en 2011, c'est GOAT. J'ai pas vécu 2004, donc c'est pareil, je pense que ça peut rentrer en compte pour pas mal de monde, pas pour moi, quand il fait ses 10 jours en jaune, mais c'est le mec qui faisait vibrer la France de la campagne. Hein. Quand on n'avait pas de gros grimpeurs en France, dans les années 2010, fin d'année 2000, c'était Thomas Voeckler, le Tour de France. Et ce gars a failli remporter un Tour de France, donc en termes d'émotion, tu vois, ça a pas duré forcément très longtemps les émotions ultimes avec Voeckler sur le Tour de France, à l'image d'un Schleck, mais plus marquant. Ouais. T'entendais parler que de ça tous les jours dans le JT. Thomas Voeckler va-t-il remporter le Tour de France? C'était fou, donc je suis obligé de le mettre à ce niveau-là. À la pondération, ça ferait du énorme frisson. Après, je suis d'accord de laisser dans Je saute du canapé parce que je pense que je suis un des seuls à avoir un avis comme ça. Mais c'est très subjectif. Il y avait ce truc-là de c'est un baroudeur, il a eu un peu de chance, et il est dans la forme de sa vie. Tu vois, je l'imitais quand je faisais du vélo, quand je m'entraînais, machin, tu vois. Donc ça joue aussi. Il était haut, mais je l'ai baissé par rapport à d'autres. La Voeckler Mania, le maillot blanc à port rouge, les 2 épopées en jaune, les victoires championnat de France, ses victoires sur le Tour de France avec le maillot bleu blanc rouge,
Bannière de Bigorre. Enfin, c'est trop d'émotions, tu vois. Si... Je te comprends. Mais je comprends ton cœur. c'est aussi ta tier list, donc la pondération, ça fait énorme frisson. Là, par contre, Van Aert, déjà, pour commencer, tu l'as mis où? Van Aert, je l'avais mis dans énorme frisson. Bon, là, ces 2-3 dernières saisons, un peu moins fort, mais c'est un attaquant, c'est un mec, là, quand il gagne, alors je sais plus sur quelle étape, où il finit en Avec faisant les papillons, là le goéland, là, je sais pas quoi, je me suis dit, mais c'est quoi cette force de fou malade, je trouve ça fou. Compagne Vingegaard en haute montagne, machin, enfin, grand respect pour Wout. Je pense que tu as mis plus bas, dis-moi. Je l'avais mis dans la chair de poule, mais ça me va si on laisse dans énorme frisson, parce que c'est pareil, hein, on va pas se mentir. Van Aert, quand il te fait des étapes en tête, en échappée avec le maillot vert dans des cols de plus de 20 km, hors catégorie, il gagne l'étape du double Ventoux. Et pareil, Van Aert, c'est le héros un peu déchu parce que toujours deuxième, toujours troisième, toujours bien placé, mais jamais trop gagnant avec Van Der Poel qui surdomine. Il a un flow, il a un truc, voilà, Wout, je l'avais mis très haut. Ouais. Si j'avais un mot, ce serait panache pour celui-ci, c'est Alberto Contador. Tu l'as mis où? Ben, je suis honnête avec moi-même, hein. Contador, quand je le vois debout sur les pédales, en danseuse, dans les plus grands cols de France et même partout ailleurs, hein, j'étais debout, j'ai sauté du canapé. Sa fin de carrière fait qu'il est très haut dans le je saute du canapé, parce qu'il attaquait tout le temps. Sa dernière Vuelta, quand il prend sa retraite, il attaquait même sur des étapes de plat, tu te disais mais qu'est-ce qu'il fait? Ouais, c'était un ouf. Donc le panache, il lâchait jamais rien, même les années où il était un peu moins fort, tu vois, il tentait toujours d'aller quand même chercher une petite victoire. J'ai en tête la deuxième ou troisième place, je sais plus, à l'Alpe d'Huez en 2011 quand Pierre Roland remporte l'étape. Ouais, avec Samuel Sanchez. Donc c'était un mec même moins fort, tu vois, il était toujours en train d'attaquer. Puis c'était la rivalité avec Schleck, la rivalité avec Froome même, tu vois. Moi, Alberto, c'est le GOAT. Je me souviens de lui en 2007, je me souviens quand il fume une capi, quand il se bat contre Lance Armstrong que je détestais à l'époque. Je me disais, enfin un mec qui concurrence. Le jeune espagnol. Un petit gars frais. J'adorais l'imiter sur mon vélo. C'était un des premiers à avoir tenté le doublé Giro Tour de France. En 2011, justement. Ouais. Et c'est justement, bon, il écrase, on peut dire, le Giro. Et le Tour de France, un peu plus compliqué, mais quand même, le mec est hyper offensif. Trop la classe. Il piège, je crois, Ken Rodriguez à la Vuelta pour la gagner. C'est une dinguerie, il attaquait n'importe où. Et son style fait que il me donnait masse frisson. Le steak peut être un argument qui le fait descendre et j'accepterai. Mais toi, Donc, grand chasseur des dopés, tu mets un mec condamné pour dopage, donc il a été suspendu quand même. Pas tout le monde est suspendu pour dopage. Il a perdu un tour. Et tu le mets en GOAT. Je le mets en GOAT juste parce que le style du coureur et tout. En fait, j'étais encore enfant et il me faisait rêver de zinzin en fait. Là où les deux autres en fait sont arrivés un peu plus tard. Voilà, pour être tout à fait honnête, j'ai hésité avec les deux derniers pour cette place de GOAT. Bah moi aussi. J'ai mis Contador parce que c'était plus ma période enfant. Ouf. En fait, j'ai trouvé ça très très dur de départager les trois en GOAT. Moi, je le mets pas GOAT tout simplement pour cette petite affaire de dopage. Ça m'a calmé, tu vois, ça m'a rasé un petit peu les poils qui me restaient en termes de frissons. C'est juste pour ça, parce que sinon, un peu comme toi, hein, il était tellement dynamique, punchy, que je peux te comprendre. Je mettrai mon deuxième GOAT avec toi ici, mais pour l'instant, on peut laisser Alberto. Julian Alaphilippe, notre petite star française. Bon, bah, du coup, moi, c'est un peu spoil, mais je saute du canapé tous les jours pour Julian Alaphilippe. Même un Julian Alaphilippe faible par rapport à son niveau, à son prime. Je saute quand même, ce mec est offensif. Il est frais. Tu vois, c'était un peu. Il est arrivé tout petit peu après Sagan, mais à peu près au même moment. C'était vraiment les deux mecs qui dénotaient par rapport à l'époque Sky, où vraiment s'emmerder. Pas loin d'être GOAT. Bah pareil, je après, saute pour toi. C'est sûrement qu'on est... On est français, donc on est sûrement biaisé par ce critère-là. Double champion du monde, maillot jaune sur le Tour de France... Toujours le panache, hein, un petit peu comme des Van Der Poel, des Pogacar, des Evenepoel, mais lui pour le coup c'était moins fréquent à l'époque en tout cas, d'attaquer aussi loin, d'être toujours à l'avant. Ouais. Le style aussi, le style Alaphilippe, il est pas très grand, mais il est beau sur un vélo Alaphilippe, il a du peps. Il nous a fait rêver en tant que Français, sur toutes les courses, il a remporté un monument. Champion du monde. Hein. Double champion du monde. Son titre, c'est à Imola je crois. Oui, le premier. Je l'ai revu. Marion Rousse qui chiale. C'est exceptionnel. Alexandre Pasteur et comment il s'appelle, Laurent Jalabert qui se foutent de sa gueule. C'est une des plus belles courses que j'ai vues en tant que Français. C'était une dinguerie. Et puis et son deuxième titre où il attaque 2-3 fois. Il arrête pas.
pareil, enfin, tu te dis, le mec, c'est incroyable. C'est le mec qui a aussi gagné la flèche, tu sais, qui enfin était une vraie concurrence à Valverde, à tous ces mecs-là là, qui raflaient tout à ces moments-là. Donc, On n'avait jamais eu, en fait, je pense, hein, à son prime, un coureur français aussi fort de partout, dans tous les domaines. En tout cas, dans l'histoire moderne du cyclisme, nous, on n'avait pas connu ça. Donc, c'est vrai que ça faisait un peu bizarre de voir ce coureur passe-partout, gagner de partout. Et 2019. Et c'est ce que j'allais dire, voilà, pour conclure 2019, ce qui nous fait que avec Thibaut Pinot, c'est les émotions, c'est Saint-Étienne, l'étape de Saint-Étienne, bordel. Saint-Étienne, l'étape du Tourmalet, l'étape du chrono, le contre-la-montre qui gagne. Ouais. C'était des images folles, donc à la fin il cède, hein, mais c'est peut-être aussi ça qui rend le cycliste plus beau, hein, le loser encore une fois, celui qui ne gagne pas. Donc tu l'auras sûrement compris, mais moi Thibaut Pinot c'est mon GOAT. Tu le sais, je le sais, on le sait. Thibaut Pinot c'est le coureur qui nous aura fait frissonner en tant que Français durant ces 10 dernières années. C'est le coureur qu'on pensait capable de succéder à Bernard Hinault. C'est le coureur français qui nous aura fait pleurer. En tout cas pour ma part je te le dis, moi j'ai lâché des larmes pour Thibaut Pinot. Tu vois, j'en connais pas beaucoup des cyclistes qui 2019. nous ont procuré des émotions comme ça. Et pas que, hein. T'as le Giro avant, En fait, on s'identifie trop à un coureur comme ça parce qu'il est émotionnel, parce qu'il est fragile, parce qu'il est fort aussi dans ses grands jours, parce qu'il est confiant dans ses grands jours, mais il représente trop le gars comme tout le monde, et c'est pour ça qu'il m'a fait frissonner. C'est fou, mais j'ai tous ces souvenirs en tête, tu vois, même ses débuts sur le Tour de France, quand il va gagner à Port-Rentruy. C'était le petit gamin, c'était le Benjamin du Tour de France, tu t'attendais pas à ce qu'il gagne une étape. Il va chercher une étape en solo, en solitaire, avec Marc Madiot qui crie comme un fou. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, on était dans le train Thibaut Pinot, quoi. Moi, je l'ai pas mis GOAT, je sais pas pourquoi. Mais, l'argument de fou. Alors, en fait, c'est juste que Contador, comme j'ai dit, c'était plus la jeunesse. Côté enfant. Et Pinot, en fait, j'ai pleuré pour lui de déception. Ce qui fait que c'est le GOAT. Pour moi, il y avait deux GOAT. Il fallait différencier. Mais ouais, Thibaut, tu l'as tellement bien dit. En fait, tu vois, c'est son caractère. Mec un peu taiseux, enfin, qui parle pas trop, qui est pas lisse comme tout le monde, tu vois, là où Bardet, tu vois, la concurrence avec Bardet, elle se fait aussi là sur son caractère, très calme, très posé, très scientifique. Pinot au début, ça lui cassait les couilles d'aller faire des stages en altitude, de faire des trucs très professionnels. Lui, il a envie d'aller au bord de son lac, pêcher, s'occuper de son âne. Tu sais, c'est le gars normal qui a eu un physique exceptionnel. Et qui a eu des blessures, qui a eu les frissons max pour Thibaut. Tu vois, rien d'en parler là, moi j'ai les frissons. Je repense à 2019, l'étape du Tourmalet. Pareil. Qui n'a pas crié en 2019? Le reportage en 2019 sur Thibaut Pinot, parce qu'il y avait des caméras. Quand il chiale dans sa chambre. Il y avait des caméras de France TV qui avaient suivi Pinot pendant du coup 2 semaines, pas 3 semaines. Putain, les larmes. Les larmes. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire, vous, dans les commentaires, qui vous auriez mis en GOAT entre Contador, Pinot, même un autre. Nous, il faut qu'on réussisse à pondérer un peu mieux, ouais. Moi, je veux garder ces deux GOAT. Ça me va. Je suis ok pour monter Toto Vauclair dans Je saute du canapé. Et donc là, il faut en descendre. Voilà. Tom Boonen, ça me va parce que cocaïnomane. Voilà, il y avait ce truc là aussi, j'ai pas osé le dire, mais je me suis dit que t'allais glisser à un moment donné. Bon, en tout cas, les gars, si vous êtes encore devant la vidéo, merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois, à lâcher votre meilleur pouce bleu. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, tout est en description. Et puis on vous fait la bise et à la prochaine, les gars.